parti avec 4 000 euros, difficile de faire ci, ça va être difficile de faire ça. Puis en fait, quand on y est, dans le feu de l'action, on se rend compte que les choses se font d'elles-mêmes naturellement. Non, je ne regrette rien parce que ça a été les fondements de la vie que j'ai aujourd'hui. La vie d'un entrepreneur, vraiment c'est de la découverte de A à Z. Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, je sais ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai envie de changement, mais je ne sais pas par où commencer. Pour ça, la Thaïlande offre un cadre magnifique. Tu as besoin de déconnecter, de faire un peu le point sur ta vie, d'essayer de t'autoriser à essayer des choses que tu n'as jamais faites. Et ben, la Thaïlande, c'est peut-être le meilleur endroit pour le faire, j'ai l'impression. Je n'ai pas embrassé la Thaïlande pour quitter la France. J'avais aucun problème avec la France. Et d'ailleurs, je retrouve beaucoup de valeurs françaises en Thaïlande, notamment cette notion de liberté, cette notion de... Aujourd'hui, je suis avec Nico, un Français qui s'est expatrié en Thaïlande. Salut Nico. Salut. Donc ça fait 15 ans qu'il est là, il est marié avec une Thaïlandaise, il a son business, il a 2 enfants. Voilà, donc en fait, ça va être intéressant de connaître ton parcours. Alors, comment j'ai fait la connaissance de Nico? En fait, j'ai rencontré d'abord une autre personne que j'ai interviewée, qui s'appelle Patrick, et un autre qui s'appelle Yvon, que vous allez retrouver donc dans les interviews. Et comme j'allais sur Konken, je lui envoie un message et je lui dis, écoute Nico, je viens sur Konken pendant quelques jours. Si tu es dispo, ça me ferait plaisir de te rencontrer. Donc, eh bien, on a passé un petit moment ensemble, on a discuté. Et comme tu viens ici, là on est à Bangkok, dans les bureaux de ton avocat. Et il m'a dit, bah écoute, à ce moment-là, on se fait l'interview. Et puis voilà, comme j'ai trouvé que tout ce que tu m'as dit, c'était très très intéressant et que ça pouvait intéresser les abonnés, eh ben c'est parti, on fait l'interview. Bon, Nico, on va commencer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu faisais en France, donc très rapidement, et quel était ton déclic pour venir ici en Thaïlande? Alors, je m'appelle Nicolas Ramnel. J'ai 38 ans, ça fait à peu près 15 ans maintenant que je suis en Thaïlande. Et mon histoire avec la Thaïlande, elle a commencé tout bêtement avec un sport qui s'appelle la boxe thaïlandaise, que j'ai découvert à 20 ans. Un ami à moi un jour m'a dit t'as rien d'autre à faire, viens avec moi. Je l'ai rejoint et j'ai découvert ce sport merveilleux. À l'époque, j'étais ingénieur informatique, je travaillais chez Apple. Okay. Et en l'espace de 2 ans, j'ai bien évolué dans ce sport, j'ai décidé de me professionnaliser, j'ai fait de la compétition, j'ai été champion de France, amateur, semi-professionnel. Et au moment de passer pro, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller en Thaïlande pour préparer un combat. Et à la fin de cette préparation, à la fin de ce stage, le gérant du gym dans lequel je m'étais entraîné m'a fait une proposition. Il m'a dit que si je voulais venir m'installer en Thaïlande et boxer pour lui, il m'hébergeait, il allait me nourrir, il allait tout ça. Je suis rentré en France, ça m'a rongé un peu pendant 3 mois, j'ai dû réfléchir consciemment à ce que j'allais faire du reste de ma vie. J'ai décidé de sauter le pas, j'ai pris l'aventure, j'ai quitté mon travail, j'ai pris un sac à dos et je suis venu m'installer à Bangkok. Tu as quitté un boulot stable? J'avais un boulot stable, j'étais très très bien payé pour le travail que je faisais, j'avais un plan de carrière à l'intérieur de la société qui était tout droit, qui était tout tracé. Quoi. J'avais pour ambition d'être formateur pour le monde, pour les gens qui viennent, quand tu as des employés qui viennent chez Apple pour travailler dans un Apple Store ou des choses comme ça, il y a des réunions qui sont faites pendant 15 jours où on vient créer une équipe en fait. On vient créer un esprit de cohésion, on vient créer une équipe, on vient former les gens sur les outils qu'ils vont utiliser, la structure dans laquelle ils vont interagir et tout. Et moi, mon but c'était de faire ça, quoi. C'est de voyager à travers le monde et d'ouvrir des Apple Store à travers le monde. Tu vois. Quand là, l'Apple Store de Bangkok il s'est ouvert, ça a été un petit truc où je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'aurais pu participer. Et donc tu regrettes pas d'avoir quitté cette vie stable pour partir complètement à l'aventure sac à dos, sans argent, entre guillemets, enfin à 3 ans d'avance? Ouais, je suis parti avec 4 000 euros et non, je regrette rien parce que ça a été les fondements de la vie que j'ai aujourd'hui. Et donc ta vie aujourd'hui, maintenant que tu es en Thaïlande? Pendant longtemps en Thaïlande, j'ai été boxeur, donc c'est la vie d'un boxeur. C'est-à-dire entraînement, manger, dormir, lever aux aurores, coucher à 8h30, 6 heures d'entraînement par jour, des combats aussi souvent que possible pour pouvoir gagner correctement sa vie. Et puis quand j'ai eu mon fils en 2017, là on va dire que l'œil du tigre a disparu entre guillemets. C'est comme si j'avais quitté un peu le monde du combat pour aller vers le monde de la transmission. Ça a fait une césure dans ma vie. Et là, depuis la naissance de mon fils, donc depuis 6-7 ans, aujourd'hui, j'ai la vie d'un entrepreneur
digital, on va dire. C'est-à-dire que moi, je travaille en ligne, j'aide les gens à reprendre contact avec leur corps, comme j'aime le dire, j'aide les gens à retomber amoureux de leur corps. Ma routine, c'est je me lève le matin, je fais mon sport. Ensuite, toute la matinée, c'est pour la famille, mon bien-être. Et après midi, après le repas de midi, là commence ma journée professionnelle, puisqu'avec le décalage horaire de la France, moi, midi, en fait, c'est 6 heures en France, donc les gens se lèvent. Et là, j'enchaîne. Des fois, j'ai des rendez-vous téléphoniques, des fois, j'ai juste du soutien à faire par email suivant mes élèves. J'écris beaucoup, je tourne beaucoup de vidéos pour mes réseaux sociaux. Et donc tes réseaux sociaux, si jamais on veut te retrouver, c'est Nico Mobilité. Voilà, c'est ça, Nico Mobilité, N-I-K-O, plus loin Mobilité. On peut retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Sur les réseaux, moi je m'occupe de transmettre des exercices simples qui permettent de soulager les douleurs articulaires, de gagner en souplesse, se tonifier un peu le corps, se faire du bien, quoi. Tout ce qui permet de se faire du bien et de sortir un petit peu du train-train. Et donc voilà. Et j'ai vu d'ailleurs, donc ça c'est cette partie. Après, on va parler, j'ai plusieurs questions à te poser. En quoi la Thaïlande t'a transformé, qu'est-ce que tu as pu vivre ici de vraiment incroyable, de me raconter plein d'anecdotes. Mais juste pour terminer sur la partie professionnelle, j'ai vu passer vite fait sur tes pages que tu avais fait venir des Français pour faire un stage. Ouais, en fait, depuis que je suis en Thaïlande, c'est assez régulièrement que j'ai des boxeurs ou des gens qui veulent découvrir un petit peu ma pratique physique, la manière dont je m'entraîne, qui est un mix de yoga, de mouvement, de danse, de boxe. Donc je suis habitué à recevoir des gens, mais là c'était la première fois que je faisais venir un groupe avec une ligne directrice dans un cadre bien particulier. C'était absolument extraordinaire et je pense qu'on va refaire ça rapidement. Mais c'était pas de la boxe, hein. Si, en fait, c'était un voyage qui est un prétexte pour à la fois déconnecter, c'est-à-dire mettre le téléphone de côté, aller dans un pays qu'on ne connaît pas. 80% des gens qui sont venus pendant cette immersion, c'est des gens qui n'avaient jamais quitté les frontières de la France, qui n'avaient jamais voyagé en dehors de la France, qui n'avaient jamais fait un aussi long voyage. Leur tranche d'âge, c'était quoi? Le plus jeune avait 30 ans et le plus vieux avait 65 ans. Pour la plupart, ils n'avaient jamais fait de boxe de leur vie. Donc c'était à la fois un prétexte pour vraiment, c'était de la découverte de A à Z. Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle façon de s'entraîner, une nouvelle façon de créer sa routine du matin, sa routine du soir, connecter avec sa respiration, manger des choses qu'on n'a jamais mangées, faire des choses qu'on n'a jamais faites, quoi. C'était pour des personnes qui sont à une étape charnière de leur vie, tu sais, qui sont dans une phase de se dire je sais ce qui ne va pas dans ma vie, j'ai envie de changement, mais je ne sais pas par où commencer. Exactement. Et pour ça, la Thaïlande offre un cadre magnifique. Parce que pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont déjà venus en Thaïlande, si tu as besoin de déconnecter, de faire un peu le point sur ta vie, d'essayer de t'autoriser à essayer des choses que tu n'as jamais faites, la Thaïlande c'est peut-être le meilleur endroit pour le faire, j'ai l'impression. C'est ça, puis alors ce qui est intéressant, c'est que souvent je le dis dans mes vidéos, il y a plein de clichés sur la Thaïlande, avec les cocobars, la fête, etc. Ça fait partie de la Thaïlande, c'est 1%. Voilà, 1%. Et en fait, tu peux justement là découvrir la Thaïlande autrement. C'est ça. Et puis en plus, moi je parle la langue, je suis un local aujourd'hui. Donc toi, tu parles thaï. Moi je parle thaï. Donc je sais pas si tu imagines la sécurité et le lâcher prise que ça peut amener pour les personnes qui viennent, parce que t'as pas à réfléchir pour manger, t'as pas à réfléchir pour acheter quelque chose, les transports, tout ça, c'était moi qui gérais de A à Z. Donc je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. D'ailleurs, il y a un documentaire qui va sortir dans pas longtemps. Et moi, j'ai vraiment à cœur de reproduire ça, parce qu'à la fois, moi, ça me permet de partager ce que je fais, qui je suis, entre guillemets, au service des autres. Mais en même temps, c'est pour moi une façon d'être un ambassadeur de ce pays qui m'a accueilli il y a plus de 10 ans maintenant, presque 15 ans. Sans la Thaïlande, Nico, il ne sait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et... la personne qui... voilà, c'est moi. La question que je vous disais tout à l'heure, sur comment ça a transformé ma vie, la Thaïlande, elle m'a ouvert l'esprit, elle m'a appris à vivre en communauté, elle m'a appris la patience, elle m'a appris le lâcher prise.
Ça m'a permis aussi d'apprendre que j'étais plus fort que ce que je pensais, que j'étais peut-être aussi plus intelligent que ce que je pensais. Des fois, quand on arrive dans un endroit, on se dit ouais, ça va être difficile d'apprendre la langue, ça va être difficile de faire ci, ça va être difficile de faire ça. Puis en fait, quand on y est, dans le feu de l'action, on se rend compte que les choses se font d'elles-mêmes naturellement. Et ouais, c'est un pays qui n'est pas parfait. Je veux dire, la France non plus, c'est pas parfait. J'ai pas embrassé la Thaïlande pour quitter la France. J'avais aucun problème avec la France. Je suis né en banlieue, dans la banlieue parisienne. Ma vie, elle était ce qu'elle a été jusqu'à ce que je découvre la Thaïlande, mais je suis pas parti fâché avec la France, quoi. Et d'ailleurs, je retrouve beaucoup de valeurs françaises en Thaïlande, notamment cette notion de liberté, cette notion de partage et d'entraide, qui, moi, ont fait partie des valeurs que j'ai découvertes dans ma banlieue natale, on va dire. Sauf que là, tu découvres ça sur une échelle nationale. La Thaïlande, elle m'a transformé profondément sur la manière dont je pouvais percevoir la vie, quoi. Tout simplement. Que ce soit le regard sur le travail, le regard sur qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Tu vois. J'ai souvenir qu'en France, il y avait beaucoup de... Quand je parlais de mes projets, quand je parlais d'être boxeur, tout ça, j'avais beaucoup de gens qui, à juste titre, me parlaient des freins, tu vois, me parlaient des complexités que j'allais pouvoir rencontrer en cours de route. Et alors qu'en Thaïlande, à chaque fois que je parlais d'un projet, à chaque fois que je parlais d'un truc, j'avais que des gens qui m'apportaient des solutions. Ouais, des solutions positives, tu vois. Et il y a ce truc de, justement, quand tu rencontres des expats ou quand tu rencontres même des locaux qui ont la possibilité de t'aider, tout de suite, les choses s'enclenchent, on perd pas de temps, on est beaucoup plus dans le moment présent, peut-être un peu moins dans la réflexion et plus dans l'action ici. Et mais encore une fois, c'est comme tout, c'est des outils à double tranchant. Tu vois. Je pense qu'en France, on a cette capacité aussi à faire les choses très très bien, à prendre notre temps pour faire les choses bien. Mais ici, il y a cette facilité d'entreprendre, et puis c'est dans les mœurs, quoi. C'est-à-dire que c'est la débrouille aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas que c'est réfléchi. C'est ça, voilà. Il passe à l'action. C'est ça. Il y a ce truc ici où tu seras toujours invité à passer à l'action parce que on est dans une réalité où si tu ne sors pas les doigts, bah, tu vas pouvoir vivre, il n'y a pas de problème. Hein. Même si demain tu décides d'être mendiant, il y a des gens qui vont te donner dans la rue. C'est-à-dire, la misère n'est pas. Moi, je fais la comparaison entre ce que tu peux voir comme misère en France. Moi, je suis retourné à Paris en 2019 et j'ai vu beaucoup de gens dans la rue. Tu vois, c'est pas la même vie que dans la rue ici, quoi. Même dans la rue ici, quelqu'un qui est sans abri, qui décide de sortir un petit peu de sa condition et qui veut améliorer, on va lui donner sa chance. Il y a ce truc-là ici. Il y a ce truc-là, et après, c'est vrai qu'en Thaïlande, déjà, tu peux pas mourir de froid. Ouais, ça aide. Et de faim, tu auras toujours, même si tu n'as pas mangé, tu auras toujours une famille, tu auras toujours des voisins. Il y a toujours. Ça, c'est vraiment. Et c'est quelque chose que tu retrouves en France aussi beaucoup. Hein. Moi, quand j'étais en France, j'ai fait pas mal de saisons. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu besoin de toquer à des portes pour avoir un petit bout à manger, des trucs comme ça, et on m'a jamais dit non. Tu vois. Mais c'est simplement que ici, c'est naturel. Ouais, voilà, ça fait partie de la culture. 98% de personnes, en France, tu vas peut-être en avoir un peu moins. Quoi. Ouais, c'est surtout aussi la manière dont on organise la vie en France. En France, on vit plus les uns chez les autres. Enfin, on vit plus chacun chez soi. Oui, Alors qu'ici, on vit plus dehors. Les gens, ça grossit génération. Voilà, on est entre générations. Les familles restent sous le même toit, tu vois. Donc c'est une autre dynamique. On va dire qu'en France, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a pas répondu quand j'ai tendu la main. Mais ça a été plus compliqué de m'autoriser à demander de l'aide. Ça a été plus compliqué à accepter le fait que j'ai besoin d'aide, des choses comme ça. Alors qu'ici, c'est normal, tu as besoin d'aide, bon, bah, tu demandes, le mec il sait, il te répond, il sait pas, il dit je sais pas. Et, mais à l'inverse, en France, quand tu veux faire quelque chose, tu es très bien accompagné. Alors qu'ici, si tu vas pas toi à la cache aux infos, personne ne va te le dire. Tu vois, on te dit oui, voilà, il faut aller à tel endroit pour faire tel papier. Ils vont pas te dire que le papier, il faut l'imprimer avant chez toi. Tu vois, c'est à toi de savoir. Ou alors, tu fais comme tout le monde, c'est que tu arrives, ils te disent ah, faut imprimer le papier chez vous avant. Donc tu repars, faut imprimer le papier, et après, tu sais que ça va être comme ça. Mais voilà, donc
c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens ni thaï ni français, j'ai un peu cette complémentarité qui fait que ouais, je suis un franc thaïlais. Je parle anglais, au jour le jour je parle anglais, thaïlandais, je parle assez peu français. Mais et puis tu as une extension de toi-même maintenant avec des enfants qui sont franco-thaï. Alors tu vois, si on est un peu la culture française, thaï se mixe avec des enfants, ils ont quel âge tes enfants? Moi alors le premier c'est le fils de ma femme que j'ai récupéré, que j'ai adopté quand je me suis mis avec ma femme, qui avait 9 ans quand je l'ai rencontré, aujourd'hui il en a 21. D'accord. Et j'ai le deuxième qui va avoir 7 ans dans quelques mois. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es avec ta femme? Ça fait 12 ans. Ok. Ça fait 12 ans. On s'est rencontrés très vite quand je suis comme quoi, il y a des histoires de couple. Ouais. Là aussi, il y a plein de clichés. Avec, oui. Et des histoires, il y en a des vrais aussi. Mais il faut un peu sortir des clichés. Et moi, j'aime bien rencontrer justement des Français qui ont réussi à avoir une vie de couple, un mariage, des enfants avec des Thaïlandais. D'ailleurs, si on peut faire une aparté, la différence de culture, justement, pour être avec une Thaïlandaise. Moi, perso, j'ai essayé, j'ai vraiment été confronté à des difficultés. J'ai du mal à comprendre et à accepter un peu la possessivité, la jalousie qui peut paraître excessive. Après, honnêtement, j'ai discuté avec des potes aussi, et j'y discute encore avec des potes en France, ils sont confrontés aussi à des mêmes schémas. J'ai l'impression qu'ici en Thaïlande, quand même, c'est un level un petit peu plus haut. Ici, ce qui est différent, c'est qu'il y a. Comment dire? D'un premier point de vue, quand tu viens en Thaïlande, il y a plein de gens qui peuvent penser que c'est une culture un peu misogyne. Tu vois, que la femme c'est la femme à l'ancienne, à la maison, la servante qui la ramène pas, ouais, voilà, tu vois, qui souffre entre guillemets de cette condition. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande la prochaine fois, quand je suis arrivé la première fois, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était comme partout dans le monde, c'est les femmes qui contrôlent le pays, c'est les femmes qui gèrent le pays. Et après, c'est les mœurs, on va dire, c'est la culture. Dans la culture thaïlandaise, l'homme a des rôles prédéfinis, la femme a des rôles prédéfinis. Il y a cette complémentarité et il y a des choses qui sont normales pour eux, qui le sont moins pour nous. C'est-à-dire que par exemple, une femme doit être jalouse, entre guillemets. C'est pas une preuve d'amour. Exactement. C'est-à-dire qu'on associe ici. Ça pourra parler peut-être à des gens qui sont mariés, même en France. Il y a cette capacité à créer du lien à travers le conflit, en permanence. C'est-à-dire que plutôt que de dire j'aimerais bien que tu me dises je t'aime, mon amour, tu vois, ça va être pourquoi tu me dis jamais que tu m'aimes? Il y a quelqu'un d'autre? Si tu m'aimes pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, des choses comme ça. Et c'est juste une éducation en fait. Je pense qu'il y a un manque d'éducation par rapport à qu'est-ce qu'un sentiment, comment est-ce que je peux exprimer mes sentiments, la manière dont les exprimer, la communication entre guillemets, voilà. Il faut savoir que d'un point de vue traditionnel en Thaïlande, c'est un peu comme dans toute l'Asie, on se soucie un peu plus des sentiments des autres que des siens. Si je dois te faire un reproche, par exemple je dois te dire quelque chose qui me dérange chez toi, et ben je vais pas forcément te le dire parce que j'ai pas envie de te faire de la peine. Et t'as pas envie que je perde ma face non plus. Exactement. À l'inverse, je suis jalouse, je me sens en insécurité avec toi, c'est toi qui vas payer le prix. Le cashback. Exactement. C'est toi, tu vois, je vais mieux accepter de souffrir si je sais que toi aussi tu souffres. Alors quand c'est fou. En fait, quand tu me parles comme ça, et j'ai dit, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Mais je discute aussi avec des personnes qui sont depuis des années. Et quand moi je leur raconte ce que j'ai vécu pendant un an et que pour moi c'était un truc c'était inacceptable. Et puis j'étais un peu, j'ai été longtemps en couple. C'est pas comme si non plus j'avais pas été. Oui, t'as déjà été marié. Moi j'ai été marié. J'ai 25 ans de vie de couple derrière moi. Avec 2 femmes. Donc à un moment donné, ce que je voulais c'était la paix, tu vois. Et après, je suis resté
quelques années célibataire, avec quelques rencontres, tu vois, mais sans plus. Et quand j'ai rencontré donc cette Thaïlandaise, qui pour moi cochait toutes les cases, elle travaille, elle a son boulot, elle ne me demandait pas d'argent, enfin tu vois, c'était vraiment, et c'était une super relation. Mais c'est ce genre de truc-là, de conflit permanent. Je me dis non, mais je suis bien tout seul. Mais c'est un logiciel, parce que pour les Thaïs, moi j'ai des amis Thaïs, tu vois, je connais des couples Thaïs, hommes et femmes, tu vois. Et le mec, il aime se faire prendre la bizarre pour sa femme, quoi. En gros, je vais pas dire c'est un insulte presque. C'est ça, en fait, chez eux, c'est une protection. C'est normal. Et en fait, c'est ce truc-là qu'il faudrait des fois qu'on arrive à comprendre. Souvent, on dit oui, il y a différence de culture et tout. Et ça veut tout et rien dire. Enfin, oui, ça existe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quand après tu lis ça et que tu le comprends, tu peux voir les choses différemment. Mais après, il y a quand même une belle chose là-dedans, c'est que les Thaïs restent enseignables. Ça reste difficile je veux dire, tu ne changeras pas, par exemple, là, on est dans un bureau d'avocat, si tu veux essayer de changer la manière dont les mecs bossent, bon courage. En même temps, tu vois, je fais une interview, mais en même temps, je fais un peu une rétrospective sur moi ce qui m'est arrivé, parce que ça fait un peu moins de 2 ans, tu vois, je suis ici. Et, Après, c'est comme en France, c'est comme partout, je veux dire, c'est pas une question de taille ou pas taille, c'est comment les gens sont enseignables ou pas, quoi. Si tu es avec une personne qui est remplie de certitudes et qui n'a pas envie d'évoluer sur ses certitudes, ça va être compliqué. Ouais, tu vois, quelqu'un qui a des œillères qui va fermer. Après, moi, je peux prendre, encore une fois, je peux parler que de mon expérience. Toi aussi, tu parles que de ton expérience. C'est ce qui fait l'authenticité de ton travail. Mais dans mon expérience, avec ma femme, par exemple, oui, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé aussi une certaine introspection. Un ami, une femme, un proche, c'est aussi quelqu'un qui va te challenger par rapport à ce que tu penses être vrai, par rapport à ce que tu penses être juste, des choses comme ça, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup ici, et c'est ce que j'ai eu pas mal avec ma femme, c'est qu'à un moment donné, pour faire évoluer la relation de couple avec ma femme, eh ben, j'ai arrêté d'essayer de m'imposer mon modèle. Tu vois, j'ai appris à me taire. Et plutôt que d'essayer de lui dire ce que j'aimerais, en gros, ce qu'elle doit faire, quoi. C'est ça. Hein. Quand tu dis, bah voilà, moi chérie, moi j'aimerais ça, non, c'est parce qu'en fait, la première souffrance de l'être humain, c'est que les choses ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent. Tu vois. Donc moi, en fait, plutôt que d'essayer de répondre à cette souffrance en corrigeant, tu vois, en faisant peut-être parfois preuve de dominance ou de manipulation, ou tu sais, dans des rapports humains, on essaie de convaincre l'autre que nous on a raison, machin et tout. Quelque chose qui n'est pas très présent en Thaïlande. Je t'ai remarqué avec les proches, on ne parle pas de politique, on donne pas son avis sur 10 millions de trucs, tu vois. Ça, en même temps, ça fait du bien, parce qu'au moins, c'est bien d'avoir tout le monde qui parle sur tout. Et donc, moi, ça m'a appris dans la relation avec ma femme à plus observer, à plus être à l'écoute, et ça a fait de moi un meilleur amoureux, je pense. Tu vois, de résister à l'idée d'essayer de me dire, ok, il faut qu'elle change pour moi, tu vois, il faut qu'elle fitte à mes attentes, à mes trucs comme ça, et plutôt de me dire, ok, est-ce que c'est les attentes que j'ai envers elle, est-ce que c'est les miennes, est-ce que c'est pas culturel que j'attends ça, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est comme ça que la vie allait, ou est-ce que en fait il n'y a pas tu sais, en gros elle a son modèle, j'ai mon modèle, mais est-ce qu'en fait plutôt que d'essayer de mettre les deux en contradiction, pourquoi ne pas en faire un troisième, tu vois. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, elle a changé, elle a réussi à s'adapter un petit peu, et toi aussi. Ouais, complètement. C'est que toi qui as complètement. Moi le fait d'observer, il faut savoir que c'est une autre culture, c'est une autre façon de communiquer. La sémantique dans les mots n'est pas la même, tu vois. C'est le logiciel, la manière dont les émotions sont perçues, la manière dont les mots sont perçus, ça n'a pas le même impact, tu vois. Et donc en fait, moi j'ai dû apprendre à parler sa langue, dans tous les sens du terme, tu vois. C'est-à-dire même la manière dont, en gros, j'ai appris que pour que les choses soient perçues comme je voulais qu'elles soient perçues, il fallait que j'apprenne à les dire dans son langage à elle. Tu vois, avec ma femme, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, ça fait 7 ans qu'on est mariés. Il y a eu la moitié du temps où ça a été des ajustements, et aujourd'hui, je peux plus dire qu'il y a besoin d'ajustements majeurs, mais c'est juste occasionnel en fait. Ouais, voilà, après c'est comme tout, c'est parce que la vie elle change aussi, elle évolue, tu vois. Là aujourd'hui, je suis dans un contexte professionnel où je me déplace beaucoup plus.
on n'a pas les mêmes problèmes que quand j'étais à la maison dans 404. Ouais. Normal. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à réussir d'un point de vue entrepreneurial, c'est que j'ai donné l'autonomie financière à ma femme. Parce qu'ici, c'est très important. Ici, d'un point de vue de l'agriculture, Donc en fait, l'autonomie financière, c'est-à-dire que tu lui donnes de l'argent. Ouais, je lui donne de l'argent, elle ne m'a pas demandé, tu vois. Voilà. Mais je lui donne de l'argent de manière à ce que quand je suis pas là, elle est autonome. On a vécu ensemble à Bangkok pendant quelques temps, après on a vécu à Phuket pendant longtemps. Je combattais sur Phuket, c'est là aussi que j'ai commencé à donner des cours, que ce soit sur la boxe, sur la mobilité, sur des choses comme ça. Et un jour on en a eu marre à Phuket parce que c'était la 5e saison. Et tu sais, en fait, c'est comme Saint-Tropez, tu triples ou tu quadruples la densité de population pendant 6 mois, et puis le reste du mois après, le reste de 6 mois, c'est tranquille. Mais on en avait un peu marre de ça, et on m'a dit, bah écoute, moi je suis tranquille, si tu veux, on va là-haut, quoi. Et en fait, ça a été une révélation. Je suis arrivé là-haut, je me suis senti bien dès le premier jour. À Kranken, il manque la mer, mais on a un aéroport qui fait qu'on est à 1h30 de la mer. Ouais, donc ça va. Ça va. Mais c'est vrai que la mer, même si tu vas pas forcément pour t'y baigner, le fait de pouvoir, d'avoir l'air marin, de pouvoir aller marcher sur la plage, ouais, c'est ça. C'est rien que ça, c'est vrai que. Donc pourquoi moi j'ai choisi Hawaï après pour faire mes excursions, c'est parce que à Hawaï on pouvait conjuguer le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'à Hawaï il y a une grosse dynamique touristique, donc il y a des super hôtels, il y a des activités à faire, il y a des belles infrastructures, il y a la plage, il y a tout ça. Il y a des gyms aussi qui sont très accessibles pour la boxe, il y a moyen de tout faire. Et en même temps, c'est pas du tourisme de masse, ça reste du tourisme familial, c'est des gens qui sont engagés. Et c'est un endroit, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas la Thaïlande, Hua Hin, c'est un peu le Deauville. C'est un peu le Deauville. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on y va pour le week-end, il y a quelques activités, comme je disais, il y a des super hôtels, il y a des très très bons restaurants. Et donc, bah ouais, moi j'ai préféré faire mon stage là-bas parce que quand tu as fait 12 000 km d'avion, c'est quand même bien de pouvoir voir un peu la mer. Ouais, si tu dis, ouais, t'as été en Thaïlande, alors t'as vu les plages, non, c'est pas Bangkok où les scooters ça part comme des guêpes, c'est ça, c'est un truc de fou. Ouais. Mais en même temps, tu vois, je sais pas, même si Bangkok c'est le trafic, il y a beaucoup, mais c'est assez fluide malgré tout. C'est-à-dire que ça se faufile. Ce que j'apprécie encore et par rapport à la Thaïlande, c'est par exemple que s'il y a un scooter qui va te passer devant, il s'incline. Tu vois, tu laisses passer. Ouais, et puis ça te dit merci, c'est prêt pour toi. Alors que ça roule dans tous les sens, mais il n'y a personne qui va aussi on te klaxonne pour te prévenir d'un danger, mais pas pour te dire. Il y a un proverbe thaï qui traduit littéralement, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais en gros, ils ont cette notion du hâte-toi lentement. En gros, si tu traduis mot à mot le dicton, c'est en prenant notre temps qu'on fait de beaux Bouddhas. Si on traduit littéralement, c'est ça. En gros, ça se pourrait traduire chez nous hâte-toi lentement. De ne pas faire de la précipitation. C'est ça, c'est même pressé, prenons le temps d'être pressé. Il y avait Churchill qui disait ça, lorsqu'il était pressé. Il disait roulez doucement, chauffeur, nous sommes pressés. Ça ici, c'est vraiment le pays de ça. C'est très vrai en plus, quand tu réfléchis. Roulez doucement, nous sommes pressés. C'est-à-dire que la plupart du temps, combien de fois tu es pressé en fait, et bien c'est là où tu vas avoir un accident, où il va t'arriver un truc, tu es pressé de partir chez toi, c'est là où tu vas renverser la tasse à café parce que exactement. Et tu vas dire ah non, mais ouais, alors que si tu dis ok, donc je suis à la bourre, je quand même prends mon temps, je fais vite. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Et tout à l'heure, on parlait de la question de ce qui a transformé ma vie. Bah, je le disais, sur la patience et le rapport au temps. Je peux vous raconter une anecdote si tu veux. J'ai construit une maison là où je suis à Kranken, j'ai un terrain. À un moment donné, j'avais besoin d'aide. J'ai pris un maçon avec moi. Pendant que je faisais cette maison, j'étais sans le savoir, j'étais dans l'euphorie de construire quelque chose et je voulais que ça aille vite, tu vois. J'avais ce truc de
tiens, dans la semaine prochaine, ce mur-là, il est fini. Tiens, tel jour, ce mur-là, il est fini. Tu sais, je me mettais des deadlines, tu vois, pour avancer. Et c'était un logiciel qui était dans ma tête et je me suis pas rendu compte de ça. Et en fait, quand j'ai pris cet auxiliaire, quand j'ai pris cette aide, le mec, dans la semaine, il m'a posé 3 lapins. Genre, il vient une journée, et puis le soir, je dis bon bah demain, salut. Il me dit ah demain, salut. Et il vient pas pendant 2 jours. Et moi là, je me mets à être dans un mode où je suis là en me disant mais il se fout de ma gueule. Il me fait ça. Et pourtant je le paye pour ça, tu vois, genre il me le doit et tout. Tu sais, j'ai tout ce scénario qui se fait dans la tête et tout. Et j'en parle à ma femme et la 3e fois il me dit oui à demain et le lendemain il n'est pas là, tu vois, je pète un câble. Je lui dis bon écoute tu l'appelles, tu lui dis que je veux plus le voir, qu'il vient pas et tout machin. Et là ma femme elle me dit mais pourquoi tu réagis comme ça? Je dis mais parce que regarde moi j'avais prévu que on ait fini le sol de la cuisine avant-hier. Et regarde le sol de la cuisine là, il n'est pas prêt. Elle me dit mais pourquoi t'es si pressé? Tu vois, ça change rien. Et effectivement, ça changeait rien que ce sol il ait été fait vendredi ou aujourd'hui dimanche. Ça change rien parce qu'en fait, c'était juste moi qui m'étais mis dans un rythme et j'avais dit qu'on respectait ce rythme, tu vois. Et après, quand je lui dis ouais, mais en même temps, il me manque de respect. Il me dit qu'il vient, il vient pas et tout machin. Et elle me dit mais il fait ce qu'il veut. Et là, tu sais, ça a fait. Non, mais la culture, quand même, c'est incroyable parce que ton raisonnement, moi, quand je t'écoute, j'ai envie de dire, mais oui, c'est ton travail de bâtiment, tu connais. Tu vois, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, les deadlines, c'était moi qui les avais posés. Les impératifs, c'est moi qui les ai posés. Celui qui a besoin d'aide, c'est moi. Celui qui rend un service, c'est lui. Donc en fait, il a parfaitement le droit de venir quand il a envie de venir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas son maître. C'est pas parce que je le paye que ça m'octroie le droit de faire des choses, tu vois. Et en fait, déjà là, il y a quelque chose qui avait changé. Ça m'a, sur le fait de mettre des timelines, le fait de mettre, enfin pardon, pas des timelines, le fait de mettre des deadlines, c'est-à-dire des gens qui connaissent pas, c'est ouais, des dates voilà, des dates limites. Voilà, je me dis tel jour je fais telle chose, tel jour ça sera telle chose. Et donc ça c'était la première leçon. Et ça m'a vachement aidé à me dire, ouais, mais en fait, tranquille, quoi. Tranquille. Parce que sans le savoir, je me mettais dans un rythme où je développais de l'anxiété, du stress, alors que j'étais en train de faire un truc que je kiffais. J'étais en train de fabriquer ma propre maison, tu vois. Un truc que beaucoup d'hommes rêveraient de faire dans leur vie. Et en fait, ça devenait un processus douloureux plutôt qu'un processus de joie. J'étais plus dans la joie et l'enthousiasme de créer ma maison. J'étais en train de me battre avec la vie, j'étais en friction comme ça en permanence avec la vie. Beaucoup de gens confondent tourisme et immigration. Quand tu viens dans un pays en tant que touriste et que tu jouis de tous les avantages du pays, qu'ensuite tu rentres chez toi, tu n'as pas vécu la vraie vie. Tu peux le faire. Moi je connais des mecs qui sont venus pendant 10 ans, tous les ans, en Thaïlande en vacances, et qu'une fois à la retraite, ils se sont dit bon, ben, je vais venir m'installer, et qu'ils sont installés, ils sont restés 2 ans, ils sont partis. Parce que pas capable de s'adapter au logiciel thaïlandais. Tu vois. Si tu viens dans un pays avec une mentalité de conquérant, que tu vas imposer ta façon de faire dans le pays, s'il y a bien un pays où il ne faut pas essayer ça, c'est la Thaïlande. Parce que là, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou parce qu'en plus, ils ont cette flegme, ils ont cette manière de faire où ils ne vont jamais te dire directement écoute, tes idées, c'est de la merde. Tu commences à nous ennuyer. Ça glisse. Non, c'est vrai, tu as l'impression qu'il est là. Tous les jours, tu reprends le gars, tu lui dis écoute, la panière de pain, tu la mets là. La sellière, tu la mets là. Si lui, il a décidé que ça, c'était pas important, bah tu vas le virer. Parce que, alors, ou alors, tu considères que c'est pas un problème. Le deuxième point, la deuxième anecdote qui rejoint celle qui s'est passée avec le maçon, c'est là où après j'ai carrément là, je me dis tout a changé. C'est, je suis à une époque avec ma femme pendant le Covid. Pendant le Covid, nous on n'a pas vécu le confinement. Tu vois, à Kranken, c'est des gouverneurs, c'est comme les États-Unis. Ici, tu choisis un petit peu. Chaque gouverneur peut choisir les règles qu'il applique. Donc nous à Kranken, on n'a pas eu de lockdown, on n'a pas eu de confinement. Pas de confinement, les magasins pouvaient rester ouverts. Tout restait ouvert, il fallait juste porter le masque. Ouais.
quand tu allais dans un lieu public et puis c'est tout. Mais à ce moment-là, moi, toute mon activité est vraiment basse. Donc j'ai très peu d'argent qui rentre, beaucoup d'argent qui sort parce que j'ai des frais. Et je commence à rentrer dans une certaine ingratitude envers la vie. Tu vois, c'est des états dans lesquels on se met parfois. Hein. Tu es là, tu as une maison, tu as des gosses, tu as une femme, tu as un boulot qui fonctionne. Mais parce que ça va pas comme toi, tu as décidé que ça allait, ça devrait aller, et ben tu te mets à souffrir. Tu souffres intérieurement. Et à un moment donné, comme beaucoup de gens, tu as ce réflexe de tourner le doigt vers quelqu'un. De dire, non mais si ça va pas mieux, c'est aussi parce que toi tu m'aides pas. Et puis tu te mets à accuser le temps, les autres, la banquière, le système informatique qui est de la merde. Enfin, tu vois ce niveau d'ingratitude qui arrive à tout le monde au bout d'un moment. Et en fait, je me mets à avoir un truc, c'est là que je me mets à penser que en fait, il serait peut-être temps que ma femme elle me rende quelque chose. Quoi. Parce que en fait, je me sens dépassé. J'ai l'impression que je suis dans un tunnel noir et que je ne vais pas m'en sortir. Et je me dis, comme beaucoup de gens, il serait peut-être temps qu'elle aille au charbon. Mais tout en admettant que c'est moi qui ai créé ce contexte-là où elle n'a pas besoin de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un seul coup, je me décide que machin. Alors, ça, je te dis ça, c'est le recul que j'ai avec la situation. Hein. Parce qu'à ce moment T, je ne pensais pas du tout à ça. À ce moment T, il se passe quoi? J'arrive dans la cuisine. Moi, je sors de 6 heures de taf, je suis en train de bosser sur l'ordi et tout, j'ai quasiment pas mangé, et j'arrive dans la cuisine, et là, en fait, dans l'évier, c'est Tchernobyl. Tu vois, il n'y a pas la vaisselle qui a été faite et tout. Et, en fait, je deviens con. À ce moment-là, je me retourne, je vais dans le salon, ma femme est avec mon fils en train je sais pas ce qu'il faisait, je sais plus ce qu'il faisait, et je lui dis, est-ce que tu comptes faire la vaisselle un jour? Tu vois? Genre, mais tu sais, t'arrives avec ton air de con comme ça, et tu deviens un vrai con, et tu dis, t'as l'intention de faire la vaisselle un jour, tu vois? Et elle me regarde droit dans les yeux, et elle me dit, je la ferai quand ça me chante. Tu vois? Tu peux prendre ça pour la provoque, même. Ouais, tu vois. Et, en fait, et au moment où elle me dit ça, c'est comme si j'avais, tu sais, dans un manga, t'as les chaînes qui se. Comme ça, tu sais, t'as un éclair qui vient comme ça. Et je dis, mais putain, c'est elle, Karine. C'est elle, Karine. Parce que moi, si foncièrement parlant à l'intérieur de moi, mais je fais les choses que quand j'ai envie de les faire. Pourquoi est-ce que moi, je devrais attendre autre chose des autres? Tu vois? Et je lui ai dit, tu sais quoi, ta chérie, t'as raison. Et tu as encore plus raison qu'avec moi, tu as toujours agi comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai toujours le droit de faire, ma femme, à part d'aller voyager ailleurs, j'ai le droit de tout faire. Tu vois, elle m'a jamais interdit quoi que ce soit. Elle m'a toujours supporté. Et tu vois, moi j'arrive avec ma connerie de tu compteras faire la vaisselle, comme si c'était un dû, comme si c'était quelque chose qu'elle me devait, comme si c'était son rôle, comme si c'était. Tu vois, là je me mets dans un logiciel qui n'est pas le mien, mais parce que j'étais dans un état de frustration, de culpabilité, d'ingratitude, de manque, de peur, tu vois, d'impuissance par rapport à la situation dans laquelle je vivais, et ben ça s'est exprimé par ça, tu vois. Et elle qui me dit, non mais je la ferai quand je veux la vaisselle, tu vois. Et à partir de ce jour-là, je lui ai dit, tu sais quoi chérie, on va faire ce deal-là. Surtout, fais les choses quand tu as envie de les faire. Et je ferai pareil. À partir de maintenant, je vais faire pareil. Ça a été une libération. Depuis ce jour-là, il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans ma vie. Tout devient facile. Tu vois, je savais qu'on devait s'appeler et tout. Je m'étais dit, je l'appelle une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Tu vois. Quitte à prendre le risque à ce qu'on ne se voie pas cette semaine, mais qu'on soit là dans 15 jours quand je reviens, tu vois. Mais j'étais dans cet état où, quand je veux t'appeler, ou quand je vais te contacter, je voulais savoir que j'étais dans la position où on est libre de faire ce qu'on veut. Tu vois. Et ce qui se passe, encore une fois, la magie de la vie, c'est que tu m'envoies un message ce matin. Moi, au moment où je reçois ton message, je suis ici, j'étais en train de préparer mon planning pour la journée. Je me dis, bah, je donne la bonne nouvelle à la personne qui est en face de moi. Je dis, ah bah tiens, je vais voir Renaud, on va enregistrer le truc et tout. Ah, mais vous voulez le faire ici? Bon, allez, on le fait ici, pim pam pam, ça a été simple, tu vois.
On aurait pu s'envoyer des messages, des machins, des trucs et tout. Non, ouais, juste, on ne s'est même pas renvoyé aucun message. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Et là, j'étais avec William, qui est à Wayne, qui a une chaîne aussi YouTube. Je devais aller chez lui, il me renvoie un message. Et puis moi, je savais que tu venais à cette période. Et donc, je lui dis, bah écoute, je te dis exactement quand je viens. Je sais que Nico, on doit se capter quand il vient sur Bangkok. Et donc, bah écoute, je le fais de suite. Et là, à ce moment-là, je t'envoie le message, tu me réponds. Et ce qui est trop marrant, c'est que ça va encore plus loin. Parce que j'étais marché au parc, tu vois. Il fallait que je rentre et tout. Tu me dis à 13h, je t'envoie un vocal. Ouais. Et dans le vocal, je te dis, bah écoute, on mange ensemble ou pas, où on arrive. Et toi, tu me dis, bon, bah écoute, à ce moment-là, je mange d'abord, etc. Le timing, comment il se met. Et ici aussi, même dans la culture, on mange ensemble, on mange pas ensemble. Tu as déjà mangé, moi je me commande à manger. Tu restes en face de moi sans manger, c'est pas grave. En France, tu fais pas trop ça. Ouais. Et tu vas avoir faim, tu vas attendre l'autre, même au niveau de, même en couple, même des fois, ouais. Sauf si tu as prévu un dîner, mais sinon chacun mange quand il veut. Et combien de fois, des fois en France, tu te fais engueuler parce que l'autre il a faim, donc il t'attend pour manger, ou toi, enfin, ou vice versa en fait. Ouais, t'es à table, t'as pas faim, t'es pas en train de manger. Pourquoi tu manges pas, tu la gueule? Non, ouais, et en fait, c'est très juste ce que tu dis, parce que dans le fait que je me sois mis dans ce mode-là maintenant aujourd'hui, bah, y a plein de gens qui pourraient rajouter des données spirituelles là-dessus, tu vois, qui pourraient parler de synchronicité, de tout ça et tout. Mais la vérité, c'est juste qu'en fonctionnant comme ça, le fait que je sois constamment dans un état de gratitude, de satisfaction envers moi-même, d'amour pour ce que j'ai créé, pour ce qui m'entoure, d'être bien dans l'environnement dans lequel je vis, et ben en fait, les situations, les circonstances, les personnes, les choses que j'attire pas la même chose, quoi. Et vraiment ce truc de, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis au bon endroit au bon moment, quoi. Tout le temps. Et c'est surtout en mettant mon bien-être au-dessus de tout. Tu vois, il y a beaucoup de gens où quand je dis ça, je peux paraître pour un gros con égoïste, mais la vérité c'est que si mon corps, mon énergie, mes émotions et mon mental sont agréables, je suis la meilleure version de moi-même. Bah, en fait, tu sais, par rapport à l'égoïste, si tu fais ce que tu as envie de faire, ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Là où tu es égoïste, c'est si tu imposes aux autres ce que eux doivent faire pour toi-même. Ça, c'est être égoïste. Exactement. Mais si toi, tu fais ce que tu as envie, on ne va pas te traiter d'égoïste. Je perds moins d'énergie, je perds moins de temps, tout est plus agréable. Je ne reviendrai pas en arrière. Bah, moi, c'est le conseil que je peux donner à tous ceux qui souhaiteraient venir s'installer en Thaïlande, c'est déjà de faire le point sur eux, qu'ils ne soient pas déjà la source d'un problème, d'être bien sûr, d'anticiper, tu vois, de faire les choses correctement, de se renseigner à fond, parce qu'on est dans un pays où si tu vas pas à la pêche à l'information, on ne te la donne pas. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire que toi, tu as galéré à trouver des papiers et tout machin, tu vois le mec, tu lui dis mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Il va te dire bah, parce que tu ne l'as pas demandé. Tu vois. Ou alors si vous partez de France pour changer de vie, ramenez pas vos problèmes avec, laissez-les en France. C'est ça. Essayez pas de reproduire le même schéma, ça va être différent. Essayez plutôt de voir la complémentarité que ces choses-là peuvent avoir. Accepter les différences qu'on puisse tous avoir les uns les autres. Et d'en faire une force plutôt que de la résistance, plutôt que de résister avec ces choses-là. Si des gens cherchent à construire des relations amoureuses, hâtez-vous lentement. Vraiment, prenez le temps de vous connaître. Ici, les choses peuvent aller très très vite. Tout va très vite. Tout va très très vite. Les Thaïlandaises, en une semaine, elle est chez toi. Voilà, tu peux emménager une semaine avec elles, mais prendre le temps de se marier, il faut divorcer très vite. Il y a cette facilité ici à l'expérience, comme on disait dans l'entrepreneuriat, avec les femmes, avec le fait de tester des choses qu'on n'a jamais fait, en termes de sport, en termes de plein de choses comme ça. C'est un excellent catalyseur pour se découvrir en Thaïlande. Maintenant, prendre le temps de faire les choses correctement, c'est toujours un plus et ça évitera pour beaucoup de gens de tomber dans des pièges inutiles. Et moi, je suis content de pouvoir participer à des interviews comme le tien qui justement apportent ça, apportent un autre regard, apportent peut-être des informations complémentaires à des personnes qui
qui sont dans un processus et qui sont peut-être un peu perdus là-dedans, ou qui partent avec des a priori, avec des préjugés. Et grâce à ton travail, à des personnes comme toi, on arrive à montrer que on peut tout faire. Venir dans un autre pays, c'est aussi une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Mais en Thaïlande, ils ont ce dicton qui dit on ne vient jamais qu'une seule fois en Thaïlande. Ok Nico, je te remercie d'avoir fait cette interview, ça a été vraiment un grand plaisir. Merci à toi. J'espère que vous aussi, en tant qu'abonné, vous avez apprécié cette vidéo. Le seul moyen pour moi de le savoir, c'est que vous mettiez un like, un commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Il y a des personnes qui ont envie de me poser des questions ou d'aborder différents sujets. Vous pouvez me contacter sur YouTube, il y a la chaîne Nico Mobilité, mais sinon c'est le même nom sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc je reçois pas mal de messages, donc ne m'en voulez pas si je réponds pas tout de suite, mais je réponds toujours. Cette vidéo, c'était pas une vidéo de promotion ou de présentation, mais par contre, c'est vrai, ce que tu fais qui m'intéresse et que je trouve vraiment bien, c'est quand tu fais venir des Français qui viennent de France, tu vois, pour passer un stage, pour faire un séminaire. Donc ça, peut-être que ça nous donnera l'occasion d'une prochaine vidéo, peut-être le mettre en commentaire si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, soit pour venir, soit pour en savoir plus. Ouais, moi à ce moment-là, ce que je peux proposer, c'est rejoindre mes réseaux, parce que de toute manière, si on fait quelque chose, que ça va être mis en place, tout ça, ils le sauront soit par toi, soit par moi. Ouais, voilà. Ah oui, quelque chose ensemble, ou même si quelqu'un a envie de venir te voir comme ça à un prochain stage que tu fais. Voilà, exactement. C'est un grand plaisir. Ok, allez, ciao, ciao. Ça va les gars?